Bonjour, mon nom est Sophie Lavoie et je suis étudiante en sciences de la nature au Cégep Limoilou. Aujourd'hui, je suis avec Julie Rochelot, BDiste de renommée avec plusieurs œuvres, dont sa nouvelle Globetrotters. Après avoir été pigiste dans le milieu du dessin animé, qu'est-ce qui vous a poussé à vous réorienter vers la bande dessinée? C'est un peu un addon. Je faisais du dessin animé, du storyboard, mais je faisais aussi de l'illustration pour des livres jeunesse. C'est un peu du bouche à oreille. Il y a eu quelqu'un qui m'a proposé de travailler sur une BD. C'était les éditions Glénat Québec qui venaient juste d'ouvrir. Ils cherchaient comme un peu des artistes. Il n'y avait pas encore comme leur catalogue. Puis ils m'ont demandé si ça me tentait de moi de m'essayer. Le premier album, c'est La fille invisible avec Émilie Villeneuve. Puis là, ça m'a fait une carte de visite. Il y a d'autres gens qui ont vu que je faisais ça. Fait qu'ils m'ont demandé veux-tu essayer un scénario avec moi? Puis là, à un moment donné, bien, ça prenait assez de place dans ma vie que, en fait, trop de place. Je ne pouvais plus faire d'animation. Fait que c'est même ça a switché, tout simplement. Comment avez-vous l'impression de vous être développé en tant que BDiste? Dans le fond, est-ce que votre style, est-ce que vous pensez qu'il a changé depuis le temps que vous avez commencé votre carrière? Oui, il a changé, mais c'est ce qui arrive par défaut quand le temps passe. On a d'autres influences. C'est pas vraiment conscient dans mon cas. Moi, je pense qu'au départ, il était un peu plus anguleux, un peu plus cassant. Puis là, peut-être qu'il est rendu un petit peu plus mou, un peu plus rond. J'avais quand même une spontanéité que j'avais au début, mettons à l'époque de Fantomas, c'est comme là, 10-15 ans déjà. Où là, je me permettais plus de déformation puis plus d'exagération. Là, je suis peut-être devenue un petit peu trop traditionnelle à mon goût. J'ai essayé de revenir. Des fois, c'est comme ça. C'est juste des humeurs ou des goûts qui font que tu vas faire. Oui, c'est tout le temps en constant changement, toute la vie. Votre album Betty Boop est quasi muet. Comment adapte-t-on son approche graphique pour raconter une histoire aussi forte et émouvante sans dire grand-chose? C'était pas facile, mais j'avoue que c'était pas difficile non plus, sachant... J'avais fait... je faisais de l'animation avant, comme on a dit plus tôt. J'avais fait un film indépendant qui était muet, mais c'était vraiment comme un pastiche de film muet des années 10 et 20, là. C'était en faux noir et blanc, tout ça. Fait que, j'aimais déjà m'exprimer avec des personnages qui font juste des gestes, qui sont juste dans des situations qui veulent dire quelque chose. Et Véro Cazot, la scénariste de Betty Boop, elle savait ça. En fait, c'est elle qui a décidé de faire un album muet, parce qu'au départ, elle voulait écrire des dialogues. Là, elle n'est pas là pour en parler, mais fait que je paraphrase. Elle essayait d'écrire des bons dialogues, puis elle était comme pas satisfaite. Elle s'est dit, je pense que ça fonctionne mieux si on laisse les visages et les gestes parler. Elle dit, et qui serait bonne là-dedans? Julie Rochelot. Fait que j'étais comme, yeah. Fait que c'est elle qui a eu cette idée de génie-là, mais j'étais contente qu'elle pense à moi, là. On a été assez impressionnés, en fait, même. La première page, les crabes là, pour le cancer, toutes les métaphores, tous les jeux de mots aussi, c'était vraiment, vraiment intéressant à lire. Là. Ouais. Fait que le message est très bien passé, surtout pour quelque chose qui peut même, un sujet qui peut même être lourd à cause de l'ampleur qu'il y a, puis des émotions qu'il fait vivre même. Pour l'album La Petite Patrie, vous avez illustré un quartier que vous résidez et travaillez vous-même, vous avez résidé. Comment le fait de vivre dans Rosemont, la petite patrie, a-t-il influencé votre manière de dessiner le Montréal dans les années 40? Bien, juste avant, j'avais fait la série Fantomas. Ça se passe à Paris en 1911. Fait que là, oui, je peux aller à Paris. Oui, je peux trouver des photos d'époque, mais ça reste quand même beaucoup de la reconstruction puis de la recherche, puis blablabla. Puis on se trompe, puis c'est pas grave, mais tu sais, c'est pas exactement le Paris. Puis là, l'album d'après, là, c'est Montréal. OK. Pas à notre époque, mais dans un quartier. Là, j'habite plus là, mais j'habitais là longtemps. Donc, c'est comme c'était beaucoup plus. Je me sens c'était pas mal plus relax. C'était plus proche de moi aussi, plus proche de ce que je connaissais déjà. Puis, c'est ça, ça m'a enlevé un poids. Là, je me permettais des libertés quand même, mais c'était plus par affection que par obligation parce que je savais pas comment interpréter. Bref, c'est un quartier que je connais bien. Il y avait aussi, dans les années 70, ils ont fait une série télé basée sur la petite patrie. D'ailleurs, anecdote, le quartier s'appelle comme ça à cause du roman et pas l'inverse. Fait que c'est ça, La Petite Patrie, c'est aussi un téléroman super populaire des années 70 avec des beaux décors Radio-Canada, puis des costumes, puis puis fait que je l'ai écouté pour voir, ils ont déjà fait toute la recherche pour moi, c'est-tu fin? Fait que je regardais un peu comment ils reconstituaient les vieux appartements, puis tout ça, puis voilà, ouais, ça a été pas mal plus simple. La reconstruction, justement, c'est quelque chose qu'on se posait un peu des questions dessus, mais dans l'œuvre plus de Globetrotters, parce qu'en 1800, dans les années 1870 environ, oui, c'est vrai, mais la photographie existait déjà. Probablement que c'était très peu accessible, donc il y en avait beaucoup moins. Comment est-ce que vous avez réussi à reconstruire ça ou comment est-ce que vous avez utilisé l'imaginaire pour combler un peu les vides qui se sont
probablement présentée. Hein? Oui, il y a de la photo. Souvent, c'était de la photo un peu trop floue, un peu trop... Tu sais, si on veut représenter un building peut-être qui existe encore aujourd'hui, surtout à New York, là, tu sais, il y a des gens qui sont comme des historiens, qui sont très pointus, ils savent exactement de quoi avait l'air la gare en telle année, tout ça. Des fois, je savais que c'était pas la bonne référence. Des fois, la référence était trop floue ou j'avais pas le détail dont j'avais besoin. Donc, j'invente quelque chose ou je fais exprès pour qu'on sache que c'est un choix évident qui est pas la réalité puis que personne vienne me chicaner après que j'ai pas fait mes devoirs. Donc, je me suis permis de décaler un peu en mettant des gags visuels, des trucs un peu surréalistes, des choses qui se peuvent pas, comme la tête de Joseph Pulitzer au lieu d'un globe d'un building aurait normalement. Là, ça n'a jamais existé. Personne ne va penser que ça a déjà existé. C'est juste que je savais pas de quoi il avait l'air le building avant la fin de sa construction. Fait que inventons quelque chose qui va être drôle. Il y a aussi beaucoup, par exemple, dans le Chinatown de San Francisco, qui a été détruit par un tremblement de terre à un moment donné, reconstruit ensuite, mais il y a beaucoup de photos. On en trouve plein si on tape ça, photos de 1800 machin, San Francisco. Sauf que souvent, c'est des photos stagées. Ça va être des gens qui vont dire « OK, pause ». Avec ce costume-là, c'était pas les vêtements qu'ils portaient au quotidien nécessairement. Mais il faut chercher un peu plus loin. Puis là, à un moment donné, tu trouvais des photos plus comme de gens qui marchent dans la rue, qui s'en vont tout simplement, là, tu sais. Mais il fallait faire un petit peu de tri. T'sais. À un moment donné, à force de lire là-dessus, je me dis, attention, ces photos-là, c'est moins des bonnes références, mais il fallait pousser un peu plus loin que les premières recherches Google. T'sais. Fait que ça a pris quand même pas mal d'énergie puis de temps. Mais effectivement, c'est sûr que je vais faire des erreurs, aussi bien l'assumer puis se permettre cette petite latitude-là. Là. C'est un tour du monde d'époque quand même. Il y a des pays qui n'existent même plus, puis c'est ça. Concernant Globetrotters, comment gérez-vous la narration en deux personnages qui se parlent jamais, qui n'entrent jamais en contact? Oui, c'est difficile. À un moment donné, je me mélangeais dans le scénario. Je pense que le scénariste aussi s'est mélangé parce que c'est ça, on passe de l'une à l'autre. Ils font le tour du monde. Les deux font le tour du monde, mais en sens inverse. Ouais, c'est ça. À un moment donné, leurs bateaux se croisent, mais elles ne se croisent jamais. Sauf qu'elles visitent un peu les mêmes endroits. Puis à un moment donné, effectivement, je suis comme, on est rendu où? On est rendu quand? C'est-tu avant, après? Puis à un moment donné, je suis comme, est-ce qu'on est le jour ou la nuit? Est-ce que je devrais faire attention à ça? Oui, c'est comme, puis, en tout cas. Mais oui, je pense que j'ai déplacé quelques scènes à un moment donné pour, entre autres, que ça soit plus clair. Tu sais, j'ai comme, donc on va, tu sais, comme Nelly, Elisabeth. Je suis comme, OK, on va coller deux de Nelly, deux d'Elisabeth pour passer plus de temps avec chacune d'elles, tu sais, puis rythmer un peu différemment pour, parce que il y a beaucoup de, j'arrive en gare, je repars en bateau, là, tu sais, il y a beaucoup de trains puis de bateaux, de trains, de bateaux. C'est, ouais, ça devient redondant aussi, fait que ça, donc, trouver des solutions pour que ça soit pas redondant. Trouver des nouvelles façons de encore montrer un train qui arrive en gare puis que ça soit pas plat. Puis justement, pas trop se mélanger entre qui est en train de faire quoi puis sont rendus où. T'sais. Mais bon. Vous avez mentionné que ce projet demande énormément de recherche documentaire. Qu'est-ce qui vous a marqué ou surprise concernant ce processus? Quels sont les changements concrets que vous avez apportés à votre méthode pour cet album? Bonne question. Puis je vais t'avouer, tu sais, l'album est sorti, ça fait déjà un peu plus qu'un an. Puis ça m'a pris 4 ans à faire. Donc, c'est long puis c'est pas long en même temps. Tu sais, j'aurais comme vraiment de la difficulté à venir cerner spécifiquement qu'est-ce qui a changé. Je pense vraiment qu'il faut que je sois plus efficace. Tu sais, je suis très... moi, je suis une grosse nerd. Puis là, tu sais, je suis très... Je veux trouver une information, mais où je suis TDAH. Une information égale me perdre toute la journée dans des recherches à l'infini. Oh, c'est tellement intéressant, je sais plein de choses maintenant qui n'ont rien à voir avec ce que je voulais faire au départ. Donc, oui, un peu plus structuré. Faut que je trouve des façons, là, parce que ça a tellement été long, là, ça n'a pas d'allure. Tu vois, je suis en train d'oublier à quelle question je suis en train de répondre. C'était tellement intéressant de faire le tour du monde, même à cette époque-là, de trouver à quel point ça se mélangeait partout. Puis des fois, on a une vision très, très abstraite, arrêtée de comment les gens pouvaient vivre à telle place. Tu sais, c'est pas comme si j'étais experte en quoi que ce soit. Là. J'ai comme juste... Pendant 3 pages, sont à telle place, fait que je vais faire le mieux que je peux. Mais juste ça a permis d'apprendre plein d'affaires. Moi, je tripe aussi faune et flore, fait que là, tu sais, j'ai comme... faut que je mette des vraies fleurs. Puis là, je checkais, je vais aller le site du Jardin botanique de Singapour. Genre, puis là, je regardais les fleurs, puis lesquelles que je mets, puis ça a-tu rapport? Puis y a-tu quelqu'un qui va me dire que ça n'a pas rapport? Puis là, tu sais, des détails. Bon, fait arrêtez de s'enfarger dans ces détails-là. Là, je m'intéressais à la politique de tel endroit, puis là, on devrait en parler dedans. Puis là, je suis comme, non, c'est pas ça l'idée. Puis on va pas rajouter 4 symptômes, là, c'est déjà 100 quelques pages. J'ai pas plus de structure, I guess.
Probablement que toutes ces recherches-là puis ces apprentissages-là ont permis de créer, d'enrichir encore plus l'ambiance, l'atmosphère, les personnages, les lieux, puis en général, l'album. C'est sans doute. Le savoir, c'est jamais perdu. Je veux dire, même, comme tu dis, ça a mis peut-être une ambiance, c'est venu enrichir en quelque part, même ce qui n'a pas été pris ou choisi. Moi, ça a développé un peu ma culture générale. Ça m'a donné des idées qui vont peut-être apparaître dans d'autres projets complètement. T'sais. Le projet raconte une course contre la montre pour battre le record fictif de Phileas Fogg. Comment êtes-vous arrivé à transmettre cette urgence à travers votre crayon? Une des raisons pour lesquelles ils m'ont proposé ce scénario-là, c'est justement que ça bouge vite, que ça court, que ça rebondit. J'ai fait d'autres BD avant Fantomas, Betty Boop, où il y a beaucoup d'actions très physiques, là, un peu slapstick même. Même dans La Petite Patrie, alors que c'est un petit quartier tranquille, les enfants jouent puis ils se pitchent. Puis... Ouais, c'est ça. Ça fait partie de... Je sais pas, j'aime ça, des traits dynamiques, j'aime ça faire des tronches, des expressions très gestuelles. Il y a une partie de ça qui me vient de mon passé en animation, probablement. Mais, tu sais, d'où ça vient plus que ça, c'est juste les goûts et les couleurs. Je sais pas. Mais, tu sais, même quand je parle, je gesticule, là, fait que ça fait partie de moi. Dans l'ensemble de vos œuvres, les couleurs semblent prendre une grande place dans l'ambiance des plans. Comment intégrez-vous les couleurs pour raconter un récit, particulièrement pour mettre en évidence les émotions des personnages et l'atmosphère? On me pose souvent la question de la couleur, puis tu sais, il y a plein de théories sur la couleur, puis comment... Moi, j'avoue que c'est assez autodidacte, puis j'y vais au feeling, ce qui est une réponse super plate à entendre, parce que c'est difficile à développer, mais c'est sûr que mon approche est vraiment plus narrative que rationnelle ou naturelle. Tu sais, un ciel... Dans la réalité, c'est beau, un beau ciel bleu, mais dans la BD, il n'est pas obligé d'être bleu. Puis dans mon cas, il l'est rarement. Il y a aussi jouer avec couleur ou pas de couleur. Tu sais, des fois, le fond va être tout blanc ou le personnage va être tout blanc. C'est un choix pour qu'il ressorte. C'est un choix de composition. Oui, c'est un choix d'ambiance, des couleurs, certaines juxtapositions de couleurs. Surtout, ils nous font vivre quelque chose de particulier. Donc, du malaise, de la joie, de la colère, c'est sombre, c'est triste. J'essaie d'approcher ça comme ça, de la même façon, plus comme une musicalité, comme les gens, ils vont placer les noirs et les blancs, les masses de noir qui attirent plus l'œil, le blanc, c'est plus... on pense que c'est du vide, mais pas nécessairement. Les positifs et les négatifs, là, je m'en viens un petit peu trop technique. Là. Pour moi, noir et blanc, c'est des couleurs. Quand tu dis « je fais du noir et blanc », je suis comme... Bien, c'est des couleurs. Puis là, tu rajoutes d'autres, du rouge, du vert, du bleu, tu sais. Puis c'est juste une composition en soi, puis c'est pas obligé d'être... les arbres sont pas verts avec un tronc brun, là, tu sais. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir, surtout en cette fin de salon du livre. Ben, fin relative, là, de la journée. Donc, merci. Bien, merci, ça m'a fait plaisir.